Chers amis, c'est toujours un plaisir de vous rencontrer et de parler des blocs. Bon, pour ceux qui me connaissent, je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit, grâce à mes maîtres. Mais je pense que la marmite, on l'a renversée du mauvais côté. C'est-à-dire que comme pour toutes les techniques d'ALR, je pense que vous allez encore en voir cette année au congrès, en fait, on a trouvé des blocs, on les a même pas évalués, et puis on les a fait, et puis on a dit c'est super. Puis vous revenez quelques temps plus tard, et on se dit, finalement, ils sont pas très efficaces. Donc c'est un petit peu le sujet de mon topo. Ne soyez pas déçus si vous attendez des blocs de parois pour de la chirurgie mineure. Le cadre du sujet, c'est la chirurgie majeure. On est bien d'accord. Alors, j'ai bien sûr quelques conflits d'intérêts. J'ai deux conflits d'intérêts principaux. Ce sont ces deux publications. Donc pour ceux qui pensent que je fais pas ces blocs, je viens parler d'un topo que je connais pas. On a juste fait Anesthésio et RAPM, deux très belles publications. Et vraiment, je voudrais remercier mes équipes de recherche. Parce que pour faire de la recherche sur ces sujets-là et dire aux gens, non, ça marche pas, c'est pas toujours évident et il faut avoir des équipes pour le faire. Merci. Moi, je vais vous poser des questions, simplement aujourd'hui, pour ces blocs de parois en chirurgie majeure. Finalement, est-ce que c'est vraiment des bonnes techniques par rapport à ce qu'on a déjà, par rapport à la péridurale, par rapport aux infiltrations que certains font très bien ou simplement par rapport à la lido-IV? Est-ce qu'il y a vraiment un gain potentiel pendant l'intervention à faire ces blocs? Est-ce que ça sert vraiment de faire un tab bloc en début d'intervention ou bien à la fin? Je ne suis pas persuadé. Est-ce que ça vous permet vraiment d'optimiser votre réhabilitation? On peut se poser la question. Est-ce qu'il y a vraiment une épargne morphinique avec ces blocs? Et je reprendrai le topo du symposium du professeur Fletcher en vous disant que c'est à 10 mg, on en reparlera. Est-ce que ça va vraiment changer l'homéostasie métabolique, c'est-à-dire l'inflammation autour de l'intervention? Et puis, dernière question, on peut dire non tout de suite. Est-ce que ça va changer quelque chose en termes d'oncologie? J'en suis pas certain. Donc, on va essayer de répondre en 15 minutes, on va faire court, à toutes ces questions. Vous avez bien compris, probablement pour ceux qui me connaissent, ce qui va se passer. Alors, ce qu'on demande surtout aux orateurs de la sphère dont elle topo, c'est d'enlever le côté un petit peu believer et d'aller sur des publications. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai pris PubMed, j'ai tapé bloc, chirurgie majeure, et on fait les 20 ou 30 dernières années. Donc pour la chirurgie abdominale, on enlève juste les lettres, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, on tombe à 1200 publications. Et puis du côté thoracique, puisque les blocs c'est aussi la paroi thoracique, on tombe à peu près à 600. Et si vous lisez grosso modo ces publications, ce qui ressort, toute chirurgie confondue, c'est que ça réduit la consommation d'opiacés, ça améliore la douleur, probablement ça réduit les effets secondaires des opiacés, mais que, et ça toutes les publications le montrent, la qualité des données elle est insuffisante. Donc ça c'est tous les blocs confondus. Il faut bien comprendre, et je rejoins le topo de Valéria, il y a une partie de la douleur, en particulier en chirurgie abdominale, qui n'est pas véhiculée par la paroi. Et les blocs de paroi, je vous le rappelle, sont des blocs qui vont intéresser les rameaux somatiques, la plupart du temps les rameaux ventraux, qui vont circuler dans votre paroi abdominale et eux vont être intéressés par les blocs. Par contre, la douleur viscérale, qui représente entre 20 et 30% de la douleur post-opératoire, elle n'est pas véhiculée par les rameaux somatiques, vous le savez, elle va être véhiculée par tout le système sympathique, voire inflammatoire, pour lesquels les blocs de paroi, évidemment, n'auront aucune utilité. Donc, on est bien dans ce tempo-là pour de la chirurgie majeure, pour lequel on ne s'intéresse pas au bloc de paroi. Et donc, dans PubMed, je suis désolé, Frédéric et puis Cyril, je vais devoir enlever tous les articles pour de la chirurgie mineure, pour lequel on ne m'a pas demandé ce topo-là aujourd'hui. Donc, on les enlève. Il n'en reste plus que 129 pour la chirurgie abdominale majeure et il n'en reste plus que 58 pour la chirurgie thoracique. Alors, je ne sais pas, Valéria, qui est la reine des méta-analyses, Cyril et puis Dominique, ça va être compliqué de pouvoir conclure. Et déjà, ce qu'on prévoyait, c'est-à-dire, oui, ça réduit les nausées, les vomissements, la douleur, l'épargne morphinique, je vous l'avais coloré en orange. Vous voyez que ça passe un petit peu vers le rouge. Les données, elles sont beaucoup moins intéressantes. Et puis un élément quand même extrêmement important qui est arrivé pour la chirurgie majeure depuis 10 ans, et il faut en tenir compte. Parce qu'il est arrivé, c'est les programmes de réhabilitation. Dès que vous avez des patients qui sont opérés en chirurgie majeure,
il faut tenir compte actuellement, en 2023, que tous vos patients sont dans des programmes de réhabilitation, sinon ce n'est pas de la médecine de qualité. Mais le fait d'avoir ces patients dans ces programmes de réhabilitation, et vous le savez très bien, il n'y a plus à le démontrer, va réduire les durées de séjour, la quantité d'opiacés en post-opératoire, le devenir des patients et leur douleur. Et donc, de tous ces effets des blocs, il faut bien enlever l'effet propre de la réhabilitation. Donc on va enlever à peu près 30 à 50% de durée d'hospitalisation, 1 à 2 points de douleur et 10 mg de morphine. Donc je vais reprendre mon PubMed et je vais mettre dans PubMed tous les articles de chirurgie majeure qui ont eu des blocs de parois et pour lesquels les patients sont inscrits dans des programmes de réhabilitation. Je pense que Valéria elle sera d'accord, c'est ce qu'on doit faire actuellement. Par exemple, cet article pour lequel on fait de la chirurgie laparoscopique dans un programme ERAS. Là, c'est clairement indiqué par les auteurs, péridurale ou bloc, il n'y a pas de différence, on le verra après, parce que les programmes ERAS vont limiter les bénéfices des blocs. Résultat des courses, on était parti à 1200 articles, on n'arrive plus qu'à 30 articles. Donc actuellement, si vous voulez avoir des conclusions sur l'intérêt des blocs en chirurgie abdominale ou de parois thoraciques pour évaluer l'intérêt de ces blocs et l'épargne potentielle morphinique, on tombe à moins de 30 pour la chirurgie abdominale et moins de 10 pour la chirurgie thoracique. Et lorsqu'on va faire l'analyse de la littérature, ce que je vous invite à faire, vous devez prendre en compte que le patient est dans un programme de réhabilitation, qu'il a eu un bloc, qu'il a de l'analgésie multimodale, et puis, et ce qu'on demande actuellement aux auteurs, c'est de démontrer que l'épargne morphinique en post-opératoire, elle est au moins égale à 10 mg. Si vous faites un bloc de paroi en chirurgie majeure et que vous n'avez pas une épargne morphinique de plus de 10 mg en post-opératoire, vous pouvez mettre ce bloc à la poubelle, ça ne servait à rien de le faire. Donc si tout le monde est d'accord, je vous propose maintenant, une fois que ceci est dit et que ceci est posé, c'est important, de faire une analyse de tous les blocs pour voir ceux qu'on peut garder pour votre chirurgie majeure. Alors on ne va pas y passer la journée, on va les revisiter rapidement pour vous dire, je le garde, je le laisse, ou bien, bon allez, il a peut-être un intérêt. On va commencer par les blocs de la paroi qui intéressent les rameaux postérieurs. Je vous rappelle, les rameaux postérieurs, c'est les rameaux qui vont innerver le dos. Ce sont les rameaux, ici spinaux, qui vont sortir par le foramen aval et qui vont innerver la partie postérieure. Alors vous savez que vous avez actuellement deux grands types de blocs dans la littérature qui ont été décrits. Le premier, et vous le connaissez tous, vous avez tous entendu parler, c'était le bloc hyper à la mode, c'est le bloc des érecteurs, du rachis. Et puis il y a d'autres petits cousins qui sont arrivés, donc cette fois-ci on ne va plus injecter au contact du process transverse, on va injecter, on va dire dans les fascias, entre les muscles longismus et le muscle, par exemple, iliocostal, pour faire ce qu'on appelle des blocs interfaciaux thoraco-lombaires. Vous voyez qu'il y a des publications relativement récentes, dont la nôtre, et on va voir si finalement ces blocs ont un intérêt. Je parle bien de la chirurgie majeure, je ne parle pas de la chirurgie de paroi. Alors, il y a deux grandes études qui ont été faites. Il y a la nôtre. Donc, on a pris de la chirurgie majeure de rachis, on a fait des blocs des érecteurs en randomisé, ropivacaïne versus sérum salé. On a mis les patients dans un programme de réhabilitation, on a fait de l'analgésie multimodale, et notre critère de jugement principal, c'était la consommation d'opiacés qui devait être de plus de 10 mg en épargne morphinique en post-opératoire à H24. C'est une étude qui n'est pas en supériorité, puisque ce n'était pas une péridurale, c'était une étude de non-infériorité. Résultat des courses, et il y a un auteur aujourd'hui qui a eu le prix, je crois, du comité douleur à LR de l'ASFAR dans les mêmes conditions, NS. Le bloc des érecteurs du rachis n'a aucun intérêt pour la chirurgie majeure, je dis bien la chirurgie majeure, dans ces conditions-là, étude prospective randomisée double aveugle, tous les résultats sont similaires. Alors vous irez dans le détail de l'article, vous verrez que vous avez des patients, comme c'est de la chirurgie rachidienne, qui ont des médicaments au long cours, mais c'est strictement normal. Alors on a été la première équipe à le démontrer, sur du prospectif randomisé, et puis derrière, on s'attendait à ce qu'il y ait d'autres équipes qui trouvent des résultats différents, mais pas du tout. Toutes les études actuellement sont, je dis bien toutes, sont négatives en prospectif randomisé, et à la limite, vous avez juste 1 ou 2 points d'amélioration des scores de douleur, et en épargne morphinique, la plupart des auteurs sont en train de montrer une différence de
5 mg. On n'est pas au-delà des 10 mg. Donc si vous avez des études qui montrent une différence à 5 mg, ils sont très contents, mais ce n'est pas l'intérêt clinique des patients. Donc moi, dans ma pratique, j'ai arrêté. Donc dans ma pratique, on ne fait plus du tout ce bloc, puisqu'il n'y a pas d'intérêt. On continue, chirurgie abdominale. En chirurgie, j'ai bien dit majeure, vous savez qu'on peut bloquer la paroi abdominale à tous les niveaux. Alors je vous invite à aller dans les ateliers de l'ASFAR parce que vous pouvez les voir en détaillé. Vous pouvez faire ici le bloc des droits au niveau de la ligne semi-lunaire, c'est là qu'il faut le faire. Vous pouvez faire un tab bloc quand vous avez une magnifique image ici, je dirais, de la couche des trois muscles, l'oblique externe, l'interne et le transverse. Surtout n'injectez pas à ce niveau-là, c'est un très mauvais bloc, vous le savez. Il faut aller beaucoup plus derrière pour aller au niveau de l'émergence des rameaux ventraux. Dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'on observe au cours de la chirurgie majeure? Je le répète, j'aurais répété 20 fois dans ce topo. Je vous remets juste cette diapo parce qu'actuellement, vous avez des équipes qui injectent à tous les niveaux, tous les centimètres. Vous avez tous les mois une nouvelle publication. Bon, on peut s'amuser, mais je vois pas trop l'intérêt. En fait, il faut juste revenir à l'anatomie. Je vous rappelle que la paroi abdominale est innervée par les nerfs intercostaux. Au-dessus de l'ombilic, c'est les T10 et en dessous, c'est moins de T10, c'est de T10 à L1. Donc quand on fait un tab bloc qui va uniquement bloquer les rameaux de T10 à, on va dire, L1, il n'y a aucun intérêt pour la chirurgie sus-ombilicale. Il faut encore le dire, mais c'est difficile à faire passer comme message. Alors quand on fait ces tab blocs, vous le savez, les résultats ils sont assez décevants actuellement en raison, et on l'a dit dans le topo précédent, de très grandes variations anatomiques. Donc là, ce sont des patients qui ont eu un tab bloc, vous voyez les dessins, et puis vous voyez les zones cutanées qui sont représentées. Il y a tellement de variations que d'un patient à l'autre, quand vous le mettez dans une étude sur la chirurgie majeure, en particulier lorsque vous avez une laparotomie médiane, le résultat est très décevant, et c'est ce que vous constatez en pratique tous les jours. Alors on peut faire un QLB avec des plus larges volumes, et probablement pour rattraper ce défaut d'analgésie, le plus intéressant, ça serait d'aller vers pas les 20 millilitres, ce que vous faites tous les jours. Certains de mes anesthésistes font 10 millilitres dans un TAP. Ça ne sert à rien. Vous avez une diffusion dans le fascia qui est limitée. Probablement, il faut aller à 30 ou 40 millilitres, mais à ce moment-là, il faut prendre de l'Aropi 2 ou de l'Aropi 1,5. Mais ça ne sert à rien de mettre très concentré puisque vous serez limité en volume. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on observe avec 40 millilitres? Oui, j'ai bien dit 40 millilitres. Vous obtenez à peine un bloc qui va aller jusqu'à T9 ou T8, mais nous, on a besoin d'un bloc qui monte jusqu'à T6. Donc même avec des grands volumes, on a une qualité d'analgésie qui est médiocre, mais encore fallait-il le dire. Alors, quand on prend bloc par bloc pour la chirurgie abdominale, voilà ce que l'on observe dans la littérature. Pour la chirurgie hépatique, aucun intérêt du tab bloc puisqu'on est beaucoup trop bas avec des incisions qui sont sous-costales, et le groupe Prospect vous incite à surtout ne pas faire ce type de bloc. Faites une péridurale, ou bien, parce que vous craignez une hémorragie post-opératoire sur de la chirurgie hépatique, à la limite, faites un TAP, mais en subcostal, puisque là, vous allez pouvoir rattraper les rameaux T6, T7. Vous êtes sur les zones de ces rameaux-là. Alors que si vous êtes en TAP classique ou en QLB, vous êtes beaucoup, beaucoup trop bas. Même étude réalisée pour de la chirurgie hépatique, un TAP versus un QLB, pas photo, ça marche pas, mais éventuellement, on le savait, d'un point de vue anatomique, ce ne sont pas les zones de diffusion qui sont intéressantes pour cette chirurgie. Pour la chirurgie gastrique, de gastrectomie ou la DPC, le gold standard, vous le savez tous, c'est la péridurale, et ça doit rester la péridurale. Les blocs, le TAP, le QLB, les subcostaux, sont des blocs qui vont avoir une qualité d'analgésie, peut-être un peu similaire, mais jamais supérieur. Donc toutes les études qui sont faites en supériorité sont négatives, c'est normal. Les études en non-infériorité approchent la significativité, mais elles iront jamais, jamais au-delà de la péridurale. Jamais. Même pas en termes de gains de nausées et de vomissements. En termes d'oncologie, je vous rassure, les tab blocs n'ont pas montré, les blocs de paroi n'ont montré aucun intérêt en termes de récurrence cancéreuse, que ça soit pour la DPC ou la gastrectomie. Il n'y a aucune étude prospective randomisée qui n'a montré l'intérêt des tab blocs ou des QLB ou des infiltrations pour une réduction oncologique. Je pense que ce débat-là n'a pas lieu d'être. Donc, résultat négatif. Et d'ailleurs, la Cochrane nous l'avait bien dit. Si on s'intéresse maintenant à la chirurgie rénale pour avancer, oui, intérêt du tab bloc parce que là,
on est vraiment dans la zone chirurgicale et l'exposition du rein, en particulier au cours de la transplantation, montre un intérêt pour une réduction des opiacés et de la douleur, mais on a des incisions qui correspondent à la zone de diffusion du TAP bloc dans sa partie pariétale. En ce qui concerne la chirurgie sous-mésocolique, en chirurgie majeure, donc j'enlève la cure de hernie inguinale, c'est pas de la chirurgie majeure, hein. J'enlève toute la chirurgie d'éventration, c'est pas de la chirurgie majeure, on garde que l'hystérectomie, la colectomie et puis éventuellement l'open pour les TAP. Les résultats ils sont assez décevants, je suis désolé mais c'est la réalité. Très belle étude prospective randomisée avec un programme ERAS, laparotomie pour hystérectomie, donc on est vraiment dans ce cadre-là, gain de morphine 8 d'un côté, 5 de l'autre. Ils sont très contents, les auteurs, c'est significatif, mais on n'a pas une différence de 10 mg, Dominique. Donc, en pratique clinique, oui, j'ai une étude qui est positive, mais elle ne me sert à rien d'un point de vue de pratique. Vous avez énormément d'études qui montrent un intérêt juste pour gagner 3 mg de morphine. Moi, je pense que ça n'a pas d'intérêt. Si vous regardez maintenant dans cette même étude, ce qui est plus intéressant, les scores de réhabilitation, les scores de qualité de vie, on fait un TAP versus on ne fait pas de TAP, aucune différence. Les critères de quality of recovery après chirurgie sont identiques dans les deux groupes. Donc ça, c'est pour de la chirurgie en open. Vous avez la même chose, vous savez, pour la colectomie en célioscopie ou en robotique. Le TAP bloc n'arrive pas à améliorer la qualité d'analgésie en post-opératoire. Moi, j'ai arrêté de les faire, je vous le dis. La même chose pour, cette fois-ci, hémicolectomie, étude prospective, randomisée, double aveugle, avec un programme ERAS, je pèse bien mes mots, avec une significativité à 10 mg, négatif. Césarienne, pourquoi pas, mais résultats modérés. On passe à la paroi thoracique, il me reste 2 minutes pour être dans les temps. Paroi thoracique, vous le savez, c'est un domaine que j'apprécie particulièrement. On avait fait une très belle étude publiée dans l'anesthésiologie grâce à l'équipe de Montpellier en bicentrique pour de la chirurgie de reconstruction mammaire. On les a aidés à terminer l'étude sur cette fois-ci l'intérêt des PEX blocs avec un gain mais relativement limité. On s'est aussi intéressé avec l'équipe de cancérologie de Montpellier sur l'intérêt du cératus dans le cadre de la mastectomie. On le présentera l'année prochaine, j'espère. Donc en fait, vous avez un certain nombre de blocs. Vous voyez ici, en coloré, les zones de recouvrement. Les zones de recouvrement. Donc si vous faites un PEX 1 ou un PEX 2 pour une mastectomie totale, il y a la moitié de l'analgésie qui ne sera pas pris en charge. Si vous faites un cératus pour la mastectomie, c'est peut-être un petit peu meilleur, mais on va rater le curage axillaire. Peut-être que l'intérêt, ça serait de faire un bloc paravertébral, mais on va rater de la même façon un curage axillaire. Vous prenez la même chose pour la chirurgie majeure en thoracique, en particulier pour la thoracotomie, raison pour laquelle le gold standard va rester l'épidural, puisque vous allez avoir un bloc qui va être beaucoup plus étendu. Nous, dans notre pratique, et on le montrera bientôt, ce qu'on a proposé, c'est que si on devait faire un paravertébral, c'est plus tout à fait un bloc de paroi. Probablement qu'en 2 injections, une en T2 et une en T6, c'était assez séduisant. Et si vous voulez faire un cératus, il faut être assez postérieur. Et pourquoi pas avoir un complément par un PEX pour avoir la zone de recouvrement. Je parle bien de la chirurgie majeure, je ne parle pas simplement de la quadrantectomie. Et si vous regardez les recommandations dans prospects qui ont été récemment publiés ou celles de la SFAR, on retrouve la même chose. C'est prise en charge par de l'analgésie multimodale, paracétamol, anti-inflammatoire, de la cortisone, tous les produits que vous connaissez, et puis intérêt soit du paravertébral ou du cératus, en sachant que le gold standard et la qualité d'analgésie qui sera optimale pour de la chirurgie majeure restera, et vous le savez tous, la péridurale thoracique. Les dernières études vont dans le même sens que je vous annonce, c'est-à-dire toujours de la non-infériorité par rapport à la péridurale. Alors qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion pour répondre aux questions? Est-ce que les blocs de paroi sont meilleurs que la péridurale en chirurgie majeure? La réponse c'est non. Est-ce qu'il y a un gain potentiel en intraopératoire? Peut-être que oui, mais il va falloir associer avec des techniques d'OFA, vous les connaissez tous. Est-ce qu'il y a un intérêt pour les utiliser dans le cadre de la réhabilitation? Si vous me répondez oui, ça peut être que dans un programme ERAS qui va gommer l'effet de votre bloc. Est-ce que l'épargne morphinique est importante? La réponse c'est non, c'est un effet très modéré, de moins de 10 mg, mais on le sait tous.
Sur l'homéostasie métabolique, le gain est extrêmement mineur, voire nul. Et pour la récurrence oncologique, la réponse, elle est en rouge, c'est non. Ben merci.